Bon, eh bien, bonjour à tous. Bonjour à toi, Bruno. Merci d'être présent pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de produits dérivés de levure et notamment de Spring Blanche, qui est à la gamme des produits Fermentis, qui est un produit dérivé de levure pour stabiliser le trouble dans vos bières. Alors, on va commencer par une brève introduction. Donc, ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Alexia Didier. Je suis technico-commercial chez Fermentis, particulièrement pour les levures de brasserie sur la France et la Belgique. Bruno, je vais te laisser présenter. Je rappelle aujourd'hui qu'on va avoir une présentation de plus ou moins 45 minutes avec un temps à la fin pour les questions et commentaires. Donc, n'hésitez pas à les mettre par écrit via le chat que vous avez sur la droite de votre écran sur la plateforme EduDeep. Nous pouvons les recevoir. Bruno va pouvoir les noter, les mettre de côté et on y revient en fin de présentation. Et donc, Bruno, je te laisse te présenter et introduire Malterie du Château. Donc, merci. Bonjour à tous. Je pense que certains d'entre vous étaient déjà là au séminaire précédent, mais quand même, donc Bruno Bonachelli, je travaille en consultance pour la Malterie du Château en tant que brasseur. Donc, ayant moi passé 25 ans dans les brasseries un peu partout dans le monde, dans des grandes brasseries, par la suite j'ai fait ma propre brasserie qui est d'un niveau artisanal et avec laquelle j'ai l'occasion de tester beaucoup plus de malt que ce qu'on fait dans la grande industrie en général. Et donc, j'ai assez bien de recul sur l'utilisation des maltes de la malterie du Château. Pas tous, parce qu'il y en a beaucoup. Et on va donc juste un peu rappeler qui est la malterie du Château. Donc, la malterie du Château existe depuis 1868, ce qui en fait, je pense, voilà, donc la plus ancienne malterie de Belgique et une des dernières d'ailleurs qui soit encore vraiment familiale même au monde, et l'une des plus anciennes familiales au monde de fait. Donc la malterie Château représente vraiment, c'est très important dans les valeurs de la société, un mélange entre la tradition et la technologie, c'est-à-dire qu'il y a une passion de faire le malt dans des bonnes conditions, ne pas pousser dans ces derniers tranchements la nature et faire des produits de moindre qualité, mais il y a quand même une volonté aussi d'utiliser les technologies modernes pour améliorer soit la productivité, la rentabilité, la qualité, mais toujours s'intéresser à ce qui se fait de nouveau. Alors, juste pour rappeler que la malterie Château fait plus de 100 types de malt, donc il y a vraiment de quoi trouver son bonheur pour faire n'importe quel type de bière. Évidemment, si vous combinez ça avec le nombre de malt que vous pouvez utiliser dans une bière, vous vous rendez compte que les possibilités sont quasiment infinies. Donc, la malterie du Château sert pour le moment plus de 3000 brasseurs dans le monde, dans 147 pays, donc on va dire dans le monde entier qui boit de la bière, pour faire simple. Juste un petit point sur la nouvelle gamme bio. Enfin, la gamme bio existe depuis longtemps, la malterie du Château, mais des produits plus récents ont été développés aussi dans la gamme bio, ce qui permet vraiment d'avoir maintenant une grande diversité aussi dans les produits bio. Donc, bio que la malterie du Château appelle sa gamme nature. Donc, il y a par exemple, le chocolat, donc le malt de froment chocolat en version nature. Vous avez le café light, donc il va vous amener cette touche de café qu'on a déjà vu, je pense enfin, pour certains d'entre vous étaient là, dans les maltes traditionnels d'orge, ben on peut avoir la même chose avec maintenant la version nature. Le mélano qui existe aussi en nature, donc le mélano qui donne cette belle touche rougeâtre aux bières quand on le désire. Tout ça est disponible en bio. Le froment Munich, donc légèrement teinté, qui va aussi amener ces arômes un peu maltais augmentés, existe aussi maintenant en nature, ainsi que l'arôme là qui donne des goûts plus prononcés. Donc, pour rappel, la malterie du Château est distributeur de levure Fermentis en France et dans le Benelux. Levure Fermentis, dont évidemment Alexia vous a déjà beaucoup parlé de la gamme. Personnellement, je suis très intéressé par ce qui va se dire aujourd'hui parce que les produits qui peuvent rendre le trouble stable dans la bière sont vraiment un sujet qui est très intéressant. Il y a des produits qui ont existé, mais là sur base de produits de levure et avec une bonne garantie de stabilité. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'Alexia va raconter. Donc, merci à vous. C'est un bon webinaire. N'hésitez pas, je le rappelle, à envoyer vos questions par écrit dans le chat et on les revoit à la fin. Voilà, Alexia, merci, c'est à toi. Merci, Bruno.
Alors, je prends le relais donc pour vous parler maintenant de Fermentis. Pareil, donc pour ceux qui étaient déjà présents, je pense que c'est clair maintenant pour vous, mais au cas où. Fermentis, pour rappel, on appartient au groupe Le Safre, on est une business unit du groupe. Donc peut-être que vous connaissez Fermentis, mais peut-être que vous ne connaissez pas le Safre. Le Safre, c'est un groupe familial français, international, hein, d'une grande envergure. C'est le premier producteur mondial de levure, donc oui, au monde, avec 4 grands pôles d'activité. Donc celui qui domine encore aujourd'hui, hein, l'activité de panification. Dans les supermarchés, vous pouvez retrouver assez facilement les petits cubes de levure fraîche, le Safre, hein, avec le fameux symbole de l'hirondelle. Donc le pôle panification aujourd'hui, c'est encore 80% de l'activité du groupe, hein. Vous avez aussi donc un pôle d'activité bien-être et santé, avec les levures qui sont au service de la santé humaine, de la santé animale, de la santé des plantes. Vous avez un grand pôle d'activité aussi sur tout ce qui est biotechnologie industrielle, donc par exemple comme tout ce qui est le biocarburant, et un pôle d'activité pour goût et plaisir alimentaire. Et c'est là que Fermentis, nous situons, puisque Fermentis, donc nous travaillons dans le monde des boissons fermentées en tout genre, hein, donc la bière, oui, mais pas que. Aussi le vin, le spiritueux, le cidre, toutes sortes de boissons fermentées. Au total, le groupe Le Saf, c'est un peu plus de 10 000 collaborateurs salariés dans le monde entier, avec un nombre de sites de production qui grandit aussi d'année en année, je dirais. Donc là, aujourd'hui, on compte 63 sites pour produire toutes ces levures, que ce soit pour la panification, pour Fermentis, pour du biocarburant. Et sur l'activité panif, comme je vous disais, comme c'est dominant aujourd'hui, on estime qu'un pain sur 3 dans le monde est élaboré avec une levure, le Safre. Voilà pour la suite. Juste pour vous situer géographiquement, je parlais du fait que le Safre est un groupe français, donc le siège est situé à Lille. Et Fermentis, nous sommes aussi basés à Lille. Par contre, l'usine qui est à Lille, vous avez une usine à Lille qui va produire uniquement les levures de boulangerie pour la panification. Pour Lille, la quasi-totalité des levures pour Fermentis sont produites en Belgique, à Gand. Vous avez une vue aérienne ici de l'usine qui est Algis Brugman. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve en son cœur? Et ben, par exemple, ce type de cuve-là, pour cultiver, propager nos levures, sont des cuves qui font 3000 hectolitres, hein. Il faut imaginer qu'on a deux montées d'escalier pour atteindre le sommet. Et vous avez ici en image aussi l'image d'un filtre rotatif. On se rend un petit peu compte comme ça de la texture que peut avoir cette levure. Ici, c'est juste avant d'obtenir de la levure sèche. De la levure sèche, oui, pardon, et de la levure fraîche. On peut donc produire de la levure liquide. Vous avez de la levure liquide que le Safre peut produire. Fermentis, comme on travaille que en levure sèche, on va passer par cette étape-là de filtration, donc sur un filtre rotatif qui permet d'enlever l'excédent d'eau, la quantité d'eau nécessaire que l'on souhaite pour avoir la consistance souhaitée de notre levure. Voilà, et donc aujourd'hui, on va parler bière. Donc un petit aperçu rapide de la gamme brasserie sans aller trop dans le détail. Nous avons aujourd'hui à la gamme 15 levure donc sèche active. Donc là, dans les lagers, on en a trois souches ici. Pour les levures de fermentation haute sous la marque Safale, vous en avez plusieurs ici, 8, avec la F2 également, qui est, elle, un petit peu mise sur le côté à part, puisqu'elle est spécialement dédiée à la refermentation en bouteille. Sous la marque Safbrou, nous avons 3 produits un petit peu particuliers. LA01, c'est LA pour low alcool, donc c'est une souche qui sera utilisée dans le cas où vous souhaitez faire une bière faible en alcool. HA18 et DA16, ce sont des mix toujours sous forme sèche, enzymes et levures, qui vont vous permettre d'avoir des bières hautement atténuées, puisque l'enzyme va aller dégrader les sucres les plus complexes. Et donc la levure derrière va pouvoir les transformer. Et au-delà de travailler avec des levures, on va travailler avec d'autres micro-organismes comme des bactéries. On a la SafSour LP 652, ça c'était l'objet d'un précédent webinar, si vous l'avez suivi, donc là pour production de bière acide, idéalement par la voie du kettle souring, donc on va acidifier le mou en cuve d'ébullition. Et donc avec cette bactérie-là, ça fonctionne très bien. Et après, donc ça c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, quand on parle de produits dérivés de levure, ces produits dérivés de levure chez nous rentrent dans 2 catégories de produits. Les produits fonctionnels, donc on va parler du spring blanche aujourd'hui, donc sa fonction c'est de créer et maintenir un trouble dans votre bière. Et pour les aides à la fermentation, vous avez à la gamme aujourd'hui le Spring Ferm BR2 qui est en fait une source de nutriments pour les levures quand la fermentation, les conditions sont un petit peu difficiles, au moment où votre fermentation pourrait ralentir et voire même se stopper.
Donc, au programme aujourd'hui, on va parler du Spring Blanche. 3 grandes parties. On va voir d'abord bien l'application de ce Spring Blanche dans différents types de bières, en fait. Ensuite, une seconde partie où on va voir éventuellement l'impact que pourrait avoir le fait de refermenter en bouteille dans le cas où vous ajoutez des levures, voir s'il n'y a pas une interaction entre ce Spring Blanche et des levures qui seraient rajoutées. Et une troisième partie, comprendre, en fait, voir à quel moment, le moment idéal, optimal pour ajouter ce Spring Blanche. Et avant d'aborder ces 3 grandes parties, je voulais un peu voir avec vous et expliquer qu'est-ce qu'un produit dérivé de levure. Bien comprendre ce que c'est. Donc, un produit dérivé de levure, c'est un composant cellulaire qui a été séparé, isolé. Et pour ça, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Donc, classiquement, soit par, on va inactiver de façon contrôlée la cellule de levure, soit on va l'autolyser. Donc, si on regarde sur le schéma, à partir d'une cellule de levure active, bien vivante, on va pouvoir lui appliquer un traitement thermique. Soit, alors high, un traitement thermique à haute température, ce qui va directement en fait inactiver la levure, ce qui va en fait tout simplement la tuer. Et à partir de là, on va pouvoir séparer les composants cellulaires. Donc, comme je disais, un produit dérivé, on va voir le composant que l'on souhaite. Soit on va pouvoir conserver ici les hulls, ce sont les écorces de levure. Soit on va conserver ce qui nous intéresserait dans l'extrait de levure, le contenu dans la levure. Et donc ici, ce sont, dans le cas du Spring Blanche, par exemple, les protéines. Principalement, ce qu'on va pouvoir garder ici, conserver, sont les protéines. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, ce qui peut être intéressant aussi, ça va être d'appliquer un traitement thermique à la levure, mais un peu plus modéré, une température un petit peu plus basse. Et donc là, la levure va s'autolyser. En fait, classiquement, ce qui va se passer, c'est comme ce qui se passe dans votre fermenteur. La levure va fermenter, elle va avoir une activité enzymatique, et donc elle va finir par s'autolyser de manière naturelle. Et c'est là qu'on va pouvoir de nouveau faire une séparation, garder soit le contenant, les écorces, soit le contenu. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on va pouvoir, au-delà de protéines, de nutriments, d'oligo-éléments, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on peut conserver aussi des enzymes. Parce que, comme je disais, la levure à fermenter, elle a une activité enzymatique. Donc ça, c'est pour d'autres applications, mais on va pouvoir conserver principalement aussi des enzymes. Et le Spring Blanche, donc, se situe ici. Comme je disais, ce qui nous intéresse pour le Spring Blanche, ce qui constitue en fait le Spring Blanche, ce sont des protéines de levure. Donc, on comprend bien que là, on parle d'un produit, de quelque chose qui est 100% contenu de levure. Donc, avec ces produits dérivés de levure, on a 4 grandes catégories. Donc, on l'a vu, soit une levure inactivée au premier stade de transformation, une levure autolysée, ou en allant plus loin dans le process de transformation, on va pouvoir conserver soit les écorces, soit bien un extrait de levure, un composant d'intérêt voulu. Avec 2 applications majeures, en tout cas chez nous, des produits, donc je l'ai dit, fonctionnels ici, le Spring Blanche, donc là, on est sur de la protéine de levure. Et les aides à la fermentation, c'est aussi, donc je l'ai dit, le cas du Spring Ferm, où là, ce sont les nutriments qu'on va conserver. Et donc, ces produits dérivés de levure, il faut bien comprendre qu'ils sont complémentaires à la levure. On ne va pas pouvoir simplement utiliser un produit dérivé de levure. Là, vous comprenez, dans le cas du Spring Blanche, on veut avoir une bière qui soit trouble, mais on va forcément avoir recours à l'utilisation d'une levure au préalable pour qu'elle puisse fermenter. Et qu'est-ce que le trouble dans la bière? Ça aussi, je pense que c'est peut-être important d'en reparler rapidement avant d'aborder le sujet. Il faut comprendre que depuis longtemps, quasiment depuis toujours, l'objectif des brasseurs, alors beaucoup au début, bien sûr, des brasseurs industriels, l'objectif c'était d'améliorer la qualité de la bière et la clarté de la bière. Et en fait, d'améliorer la stabilité colloïdale. Donc l'objectif, c'était d'avoir une bière assez brillante, limpide, avec une qualité qui soit stable dans le temps. Donc, il y a eu de nombreux produits développés qui ont été sur le marché, qu'on retrouve encore aujourd'hui. On peut stabiliser une bière à l'aide de PVPP. Le PVPP, pour donner son petit nom, c'est du polyvinyl polypyrrolidone, peu importe. Ce que c'est le PVPP, c'est un polymère organique et sa fonction, ce qu'il va faire, c'est qu'il va absorber une partie des polyphénols. On va le voir après, les polyphénols sont responsables en partie du trouble dans votre bière, donc le PVPP va absorber tout simplement une partie des polyphénols dans votre bière. Le Clarex, le Clarex par contre, là on est non pas sur un polymère, on est sur une enzyme. Le Clarex sont des protéases, des enzymes qui vont donc dégrader qui vont casser les liaisons peptidiques, donc ça va dégrader les protéines, parce que les protéines sont aussi responsables du trouble dans votre bière.
Mais aujourd'hui, la bière trouble est redevenue un petit peu tendance, hein. Au-delà de ces fameux styles, ces vieux styles, si je puis dire, on connaît bien les bières blanches allemandes ou belges qui se veulent troubles, hein, et comme on utilise bien souvent du blé, hein, vous avez un peu plus de protéines dans ce malt de blé ou même des grains crus, et donc ce qui fait que vous avez un trouble dans votre bière. Mais au-delà de ces styles-là, maintenant on voit aujourd'hui des IPA qui se veulent troubles, hein, comme les New England IPA par exemple, où là le trouble est vraiment un caractère et un attribut essentiel de ces styles de bière-là. Et donc pour définir le trouble, alors c'est quelque chose, c'est des réactions assez complexes, hein, à comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le trouble, c'est quelque chose que vous voyez à l'œil nu, qui est visible, et ça va être dû à la présence de particules qui sont en suspension dans votre bière et qui vont diffuser la lumière. Et c'est ce que vous voyez quand vous regardez une bière qui est trouble. Donc quand on parle de particules en suspension, ça peut être soit des levures, bien sûr. Une levure va avoir la capacité plus ou moins forte de sédimenter, de floculer. Donc là, on va pouvoir jouer sur ce caractère-là en choisissant une levure plus ou moins floculente et qui sédimente plus ou moins rapidement, suivant la bière qu'on veut obtenir. Et il y a aussi, donc, là, c'est ce qui nous intéresse dans ce cas-là, des protéines qui vont s'agglomérer, qui vont donner un trouble, et d'autres complexes moléculaires, d'autres réactions assez complexes. Comme je disais, c'est une notion assez compliquée à appréhender. On peut distinguer déjà, ce qui est sûr, c'est un trouble biologique d'un trouble non biologique. Je m'attarde pas sur le trouble biologique aujourd'hui. Un trouble biologique, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble qui est dû à, généralement, c'est dû à une contamination que vous avez dans votre bière, la présence d'une bactérie qui serait pas souhaitée. Et donc, le trouble non biologique, vous en avez deux grands types. Le trouble à froid, ce qu'on appelle la cassure à froid, donc qui est un trouble, on va dire, réversible. Il va se former, ce trouble-là, quand votre bière elle est refroidie, qu'elle est stockée pendant longtemps à basse température, ou que vous la servez, vous la buvez, vous la servez à température très basse, proche de 0 degré, voire un stockage inférieur, donc c'est vraiment très froid. Mais ce trouble-là va disparaître, ce trouble va se dissoudre, en fait, quand la bière va se réchauffer aux alentours de 20 degrés, par exemple. Et donc là, ce qui se passe ici, dans le trouble à froid, ce sont des protéines qui sont dans votre bière, hein, issues de matières végétales notamment, qui vont s'agglomérer. Et donc ces agglomérats, c'est ce que vous voyez à l'œil nu, c'est ce qui donne le trouble dans votre bière. Et ça, c'est le trouble à froid. Vous avez un trouble permanent aussi, qui lui, donc, par son nom, par définition permanent, est irréversible. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce trouble-là, ce type de trouble-là, est dû à la formation de complexes entre protéines et polyphénols. Vous avez des protéines, donc dans la structure moléculaire d'une protéine, il y a des sites de fixation aux polyphénols qui sont riches en proline, parce que une protéine, c'est quoi ? C'est une succession d'acides aminés, et le proline est un acide aminé. Donc c'est généralement des protéines qui vont contenir de la proline. Elles vont avoir une forte affinité avec les polyphénols, qui sont issus également du malt et du houblon. J'ai mis du houblon, excusez-moi pour la faute. Issu du malt et du houblon, et à partir de là, ce trouble, il va se créer facilement, finalement, assez rapidement, et il sera vraiment irréversible. Vous voyez ici en image, par exemple, il y a une étude c'est même dans un livre assez bien connu dans le milieu brassicole. Bon, si vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, il n'est pas donné aussi, il me semble, hein, à l'achat. C'est, si on voit son nom, c'est A Quality Perspective de Bamforth. J'ai vu qu'il était disponible sur Amazon. Il y a une partie assez intéressante sur ce trouble dans la bière. Donc voilà, il faut quand même distinguer un trouble irréversible et d'un trouble réversible. Là, schématisé ici pour comprendre que donc ce sont ces polyphénols qui vont se lier avec les protéines, et c'est ce que vous allez avoir après, donc qui donne le trouble, un trouble permanent. Et donc le spring blanche, donc pour reprendre ce que je disais, c'est un extrait protéique, on parle bien de protéines de levure, donc en fait on va jouer sur la fraction protéique dans votre bière. On va rajouter davantage de protéines, et ces protéines vont pouvoir aller former des complexes avec les polyphénols, et donc on va avoir une stabilité colloïdale, et ça c'est ce qu'on veut dans le temps, qui soit stable, hein, stabilité, et donc c'est ce qui engendre finalement ce trouble-là que vous allez avoir dans votre bière. Donc, première partie, je l'ai dit, on va regarder ce qui se passe quand on utilise ce spring blanche dans différents types de bières, différentes matrices. D'abord, la méthode utilisée, qui est assez simple, hein, finalement. Le spring blanche
par rapport à nos levures, à la gamme où on parle de notre concept, j'en ai parlé plusieurs fois du concept easy to use, où vous pouvez ensemencer directement les levures sèches dans le mou, dans le mou. Le spring blanche, par contre, il va falloir le réhydrater avant. Alors soit dans de l'eau, soit dans de la bière. L'idéal, ça reste quand même de la bière. Et ce spring blanche, on l'a rajouté à des bières commerciales qui étaient assez limpides en fait au final. Et on va mesurer donc à l'aide d'un turbidimètre, ce type de machine qui s'appelle un turbidimètre qui mesure le trouble. Et on va mesurer le trouble pendant 60 jours. Comme on veut que ce soit assez stable dans le temps, on fait des mesures jusqu'à ce qu'on regarde après les résultats jusqu'à 60 jours. Et le principe de la mesure est assez simple aussi. Comme je disais, les particules en suspension diffusent la lumière. Donc cet appareil-là va pouvoir avoir ce rayon lumineux, il va pouvoir mesurer la taille des particules en fait. Et suivant la taille des particules, donc vous voyez inférieur à 1 micromètre, donc c'est très petit, inférieur à 1 micromètre, on considère que ce sont des petites particules qu'on va mesurer, qu'on va observer, où là, donc ce sont bien des complexes protéines polyphénols. Et donc on a plusieurs façons de regarder la lumière, entre guillemets. Donc si on se place à un angle de 90 degrés, on va voir apparaître ces petites particules. Donc là, ça fait référence au complexe protéines polyphénol. Et si on regarde si la lumière est diffusée et qu'on regarde à un angle de 25 degrés, ce qu'on va voir sont des plus grosses particules. Donc on est supérieur et même bien supérieur à 1 micromètre généralement. Et là, c'est plutôt des grosses particules type levure. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc ici un tableau qui qui présente ici 5 bières différentes, donc commerciales, je le rappelle, avec donc ce qu'on peut avoir ici classiquement donc en termes de composition céréale sur la bière, le process de brassage et la composition finalement dans ce qui nous intéresse, donc les phénols, les polyphénols et les protéines. Donc on regarde par exemple la bière ici numéro 1. Donc on a 90% de malt, 10% de céréales. Ce qui est important dans le process de brassage, on va voir aussi éventuellement l'impact que pourrait avoir le fait de filtrer et de centrifuger la bière, le fait de stabiliser aussi la bière. J'ai parlé du PVPP, on peut parler aussi de gel de silice, enzymes. Alors il n'y a pas le détail. Par exemple, si vous voyez oui, j'ai pas le détail exact. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas du PVPP. Mais en tout cas, il y a eu un agent stabilisant dans la bière. La bière ici, la bière 1 en tout cas, a été pasteurisée. Pas de refermentation en bouteille derrière. Et donc, on a les valeurs ici en milligrammes par litre pour les polyphénols, les protéines en grammes pour 100 millilitres, le taux d'alcool de la bière finalement, et la mesure du trouble en pourcentage. En fait, c'est une moyenne. Comme je vous l'ai dit, on va regarder ce qui se passe de 0 à 60 jours. Donc, c'est une valeur moyenne en pourcentage ici. Donc, en fait, plus cette valeur-là est haute, meilleure est la stabilité, plus basse elle sera, moins bonne sera la stabilité. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde, donc, vous voyez, il y a des petites variations entre ces bières-là sur la composition, mais surtout sur le process de brassage. Une bière qui est pasteurisée ici, qui ne l'est pas ici. Pas de refermentation pour l'instant. Et on a des taux de polyphénol, des teneurs en polyphénol qui varient quand même pas mal. 59 au plus bas jusqu'à 196. Même jusqu'à 196, 150, 200 milligrammes par litre pour une teneur en polyphénol, ça reste assez faible. Enfin, 190, on va dire c'est la limite haute, mais en tout cas 124, 109, 59, on est sur des teneurs en polyphénol assez basses. Et donc vous voyez en tout cas ici le trouble, la stabilité du trouble est plutôt bonne sur ces 5 bières-là qui sont testées. Un minimum de 70% sont des résultats très satisfaisants. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le détail, donc ici on a pris la bière 2 qui était dans le tableau juste avant, qui est une bière blonde, une Pils avec 10% de céréales sur celle-ci, avec faible en polyphénol, donc c'était celle qui était à 109 mg par litre pour les polyphénols. Et cette bière-là a été traitée au PVPP. Donc ça, je m'étais trompée, j'avais dit pas de PVP, donc si cette bière-là, c'est bien du PVPP. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur le graphique? L'échelle verticale, vous avez des unités EBC, des degrés EBC, qui en fait sont directement liés à la turbidité, au trouble dans votre bière. C'est une échelle standard, liée à la couleur aussi. Donc en fait, plus vous serez élevé, plus vous aurez un trouble. Et les différentes courbes correspondent à quoi aussi? Donc ici, l'axe horizontal, c'est le temps en jours, donc jusqu'à 60 jours. Et les différentes courbes, ce sont les différents dosages qu'on a testés du spring blanche. Donc 0, vous avez le contrôle ici en rouge. Et puis après, on a ajouté le spring blanche à 5 grammes par hectolitre, à 10, à 15, et puis à 20.
Donc, on voit assez bien que plus on va ajouter de spring blanche, de ces protéines de levure, plus on va avoir un trouble assez conséquent et qui va finalement être assez stable dans le temps. Par exemple, ici, au dosage le plus haut, 20 grammes par hectolitre. Arbitrairement, ici, on est donc aux alentours de 18-20 degrés EBC, et on voit qu'on perd à peine 2 points 60 jours après, donc on considère que c'est vraiment quelque chose de très stable dans le temps. Là, peut-être pour que ce soit un peu plus concret et donc visuel, donc c'est la même bière que précédemment, toujours cette pils avec 10% de céréales, assez faible en polyphénol et traitée. Donc là, on n'est pas à 60 jours, mais donc c'est un visuel après 45 jours. Et les mêmes différents dosages qu'on a vus précédemment sur le graphe. Donc la bière contrôle, à la base, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez limpide. On est à 0,3 EBC, 5 grammes par hectolitre, 10, 15 et 20 grammes par hectolitre de spring blanche qu'on a rajouté dans cette bière-là. Et on voit finalement, 5 grammes par hectolitre, on est à 5 EBC, 10 EBC, 13, 16 EBC. Quand on regarde les extrêmes, donc le contrôle et la bière qui est donc il y a 20 grammes par hectolitre de spring blanche, on a quand même quelque chose, un résultat très satisfaisant. On a quelque chose de bien trouble alors qu'on partait sur quelque chose de très limpide au départ. Finalement, ce qu'on va recommander sur le dosage et qui est quelque chose d'assez un résultat correct, quand on voit ici qu'on part sur quelque chose de très limpide, à 10 grammes par hectolitre, c'est le dosage qu'on recommande pour ajouter, pour doser le spring blanche. 20 grammes hecto, ça va être la limite, parce que au-delà de 20 grammes par hectolitre, alors on l'a pas testé, mais peut-être que vous aurez encore quelque chose de plus trouble, et c'est même fortement certain. Par contre, le problème, c'est que vous allez engendrer des modifications organoleptique de votre bière. Vous allez un petit peu modifier la texture. Donc là, c'est quelque chose un impact négatif. C'est pas l'objectif d'aller modifier le goût, la texture de votre bière. Donc 10 grammes par hectolitre, voilà, à retenir qu'on a quelque chose de très correct par rapport ici à une bière qui était complètement limpide au départ. Ici, une autre matrice. Donc on était avant sur des bières blondes assez faibles en polyphénol. Et ici, on va regarder ce qui se passe sur des bières blanches, donc à base de blé. Donc trois différentes bières ici qui ont été testées, donc toujours les mêmes paramètres et mesures qui sont faites. Pour celle-ci, par exemple, on a 2 tiers de malt, du malt d'orge, et ici on a 1 tiers de céréales, donc de grains crus. Alors c'est du blé. Là pour le reste, donc c'est pas moi qui ai fait les expériences, donc je n'ai pas toujours les données très précises. Vous voyez ici, on a quasiment 100% de malt, quasiment, puisqu'on a une petite fraction certainement de grains crus, et je n'ai pas la donnée exacte. En tout cas, c'est ici qu'on va avoir le plus de grains crus, et qui en l'occurrence est du blé. Idem ici, vous voyez sur la bière blanche numéro 2 testée, la filtration, centrifugation, j'ai pas la donnée exacte, mais apparemment c'était oui. Ce qui est important, et on va le voir ensuite, c'est l'utilisation sur cette bière-là du Clarex, donc j'en ai parlé aussi, qui est une enzyme, une protéase, qui va dégrader les protéines. Donc on va voir un petit peu si ça a un impact sur le spring blanche, comme ça, des protéines. Donc c'est ce qui est important ici. On a aussi ces 2 bières-là qui ont été refermentées en bouteille, avec 2,5 millions de cellules. Donc UFC, unité formant colonie, mais sont en fait qu'on peut considérer que ce sont des cellules de levure. Donc 2-3 millions de cellules par millilitre. Voilà, la dernière n'a pas été refermentée, elle a été pasteurisée. Et quand on regarde ici nos valeurs, alors si on regarde les polyphénols d'abord, on est toujours sur des seuils assez bas. Alors ici peut-être un peu plus haut en polyphénol, aux alentours de 200, 222. Donc là c'est une teneur assez élevée. C'est une bière assez riche en polyphénol. Ici toujours des valeurs un petit peu moyennes. Des bières faiblement alcoolisées, et surtout ce qu'on constate, donc on le voit directement ici rien que sur les valeurs, quand on mesure notre trouble, on a ajouté notre spring blanche à 10 grammes par hectolitre, je vais préciser ici. Donc là on a un trouble qui se retrouve une valeur très basse, donc certainement, et c'est même certain, dû à l'utilisation de ce Clarex, de ces enzymes protéases,
qui, comme je l'ai rappelé, est une enzyme protéase, donc qui va casser, dégrader les protéines. Donc finalement, on voit que malgré l'ajout de spring blanche, on a une mesure du trouble qui est très basse, très mauvaise par rapport à ce qu'on pourrait obtenir avec le spring blanche. On le voit ici graphiquement, donc sur la bière blanche numéro 1 qui était dans le tableau avant, donc il n'y a pas d'utilisation du Clarex. Hein. On a un petit peu le même cas de figure que sur la blonde qui était assez faible aussi en polyphénol. Les mêmes dosages ici qui ont été testés. On diminue peut-être un peu plus ici, on perd un petit peu plus, le trouble est un petit peu moins stable en fonction du temps, mais ça reste au bout de 2 mois quelque chose d'assez constant et d'assez élevé, parce que quand on regarde le contrôle, hein, sur cette bière-là, on a un trouble, oui, qui était présent au début, on est sur une bière blanche, il y a un peu de blé, mais ça diminue quand même au cours du temps. Voilà. Et donc l'ajout de spring blanche va quand même favoriser la stabilité du trouble. On a une petite diminution, voilà, c'est ça. Après 50 jours, sur en tout cas cette condition ici où on avait dosé le spring blanche à 20 grammes par hectolitre. Et le cas particulier, donc on en a parlé aussi avant, c'était la bière blanche 2 dans le tableau où il y a eu utilisation d'un agent clarifiant qui est le Clarex, donc ces fameuses protéases qui vont dégrader, qui vont casser les liaisons peptidiques. Et bien là, c'est assez clair, hein, toujours une mesure à 60 jours. L'ajout du spring blanche à différents dosages qui sont toujours les mêmes qu'avant, hein, 10 grammes jusqu'à 20 grammes par hectolitre. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand on ajoute ce spring blanche? Oui, donc au départ, on a un trouble qui est là, qui est créé, formé grâce à l'utilisation du spring blanche, mais dû à l'utilisation derrière de protéases, eh bien, vous allez complètement inhiber, empêcher l'effet du spring blanche. Et donc là, vous avez une diminution assez rapide, on le voit en 10 jours en fait, hein, une diminution assez rapide de ce trouble. Maintenant, on va regarder l'impact que pourrait avoir l'ajout de levure si vous refermentez derrière votre bière. On verra aussi derrière donc à quel moment vous ajoutez le spring blanche. Donc là, on comprend bien qu'on l'a ajouté avant l'étape de refermentation, avant d'ajouter éventuellement des levures. Donc on va reprendre les 2 bières blanches en fait. Non, c'était les 2 bières blondes au début. Il y en avait une à 109 mg par litre de polyphénol, une à 124, donc assez faible. Mais ces 2 bières-là, en tout cas, on va les refermenter en bouteille. Donc on va ajouter le spring blanche à dosage recommandé, donc j'ai dit 10 grammes par hectolitre, et puis notre levure pour la refermentation en bouteille, la F2, à différentes concentrations aussi. Et on va toujours mesurer, grâce au turbidimètre, eh bien le trouble jusqu'à toujours 60 jours. Donc sur la bière 2, polyphénol toujours une teneur assez basse, les protéines aussi on le voit, qui est un standard, hein, 0,4, 0,5 grammes pour 100 ml de protéines totales. Hein. Le taux d'alcool, c'est une bière qui était filtrée, pasteurisée, et donc on va la refermenter et ajouter de la levure. Donc le spring blanc, je le rappelle, dosage à 10 grammes par hectolitre. Toujours les mêmes échelles sur le graphe. Hein. On mesure le trouble ici en fonction du temps. Et les différentes courbes, cette fois, c'est plus les dosages du spring blanche, ce sont les quantités, la quantité de levure, la population de levure que vous allez ajouter en fonction du dosage de votre levure. Donc le contrôle toujours en rouge. Ensuite, on va ajouter 1 10 puissance 6 ici, donc 1 million de cellules par millilitre, 10 millions, 20 millions, jusqu'à 50 millions de cellules par millilitre. Donc là, on a au départ à 0 jours, 2 jours. Quand on va ajouter eh bien, ces levures, on a forcément un trouble qui augmente puisque vous ajoutez des levures dans votre bière, donc elles sont en suspension. Elles vont forcément favoriser le trouble, hein, créer un trouble quand vous les ajoutez. Et quand on suit eh bien, la mesure du trouble jusqu'à 60 jours, qu'est-ce qu'on voit? Le contrôle est en rouge. Donc, il ne faut pas comprendre ici le contrôle qu'il n'y a pas de spring blanche, il y en a à 10 grammes par hectolitre. Par contre, il n'y a pas de levures qui ont été rajoutées pour la refermentation. Donc, vous avez en fait cette constante ici, la courbe en rouge, après on ne la voit plus, mais donc ça c'est le contrôle, là où on n'a pas rajouté de levure. Et donc, on voit après, suivant les différentes populations, les différentes quantités de levure que vous rajoutez, même si au maximum, vous allez rajouter ici 50 millions de cellules par millilitre, eh bien, votre mesure, votre trouble va avoir tendance à revenir finalement au trouble initialement
eh bien, apporté, créé par le spring blanche. Vous aviez mis 10 grammes par hectolitre, on était aux alentours de 10 EBC. Eh bien, que vous rajoutiez 20 millions de cellules, 30 millions, 50 millions de cellules par millilitre, on va de nouveau tendre à avoir cette mesure, cette valeur, ce trouble, et qui restera stable en fonction du temps, donc mesuré ici jusqu'à 60 jours. Et sur la bière 3, qui était dans le tout premier tableau, avec une teneur de polyphénol assez basse, pareil, le spring blanche dosé à 10 grammes par hectolitre, et on a toujours les mêmes quantités de levure qui sont ajoutées pour leur fermentation ici, le contrôle de 10 à 50 millions de cellules par millilitre. Donc le contrôle, alors ici on a une petite variation sur cette bière-là, alors peut-être dû au fait qu'il y a un peu plus de polyphénol, hein. On a une valeur baissée, une mesure du trouble qui est un peu supérieure à la bière précédente en tout cas, mais on voit que eh bien l'ajout de nouveau de levure ne va pas impacter, on sera pas finalement en dessous alors un petit peu ici, mais c'est pas significatif, mais si on regarde même avant, hein, on ne sera pas inférieur en dessous du trouble, par exemple, le contrôle, on n'a pas rajouté de levure. Donc, on comprend qu'en fait, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'interaction entre les levures que vous pouvez rajouter pour la fermentation et le spring blanche qui a été ajouté au préalable. On pourrait se dire, les levures peut-être pourraient dégrader le spring blanche, peut-être que voilà, il pourrait y avoir un impact négatif. Eh bien non, vous pouvez refermenter, rajouter de la levure derrière. Même une fois que vous avez mis le spring blanche, il n'y a pas de souci. Le spring blanche va fonctionner correctement, va créer votre trouble et ça restera stable dans le temps. Et donc, à quel moment finalement du process on va pouvoir ajouter le spring blanche ? Ça, c'était un essai qui a été mené en brasserie et qui nous a permis de tirer donc les conclusions. Quand on regarde le process brassage, on peut se dire, est-ce qu'on ajoute le spring blanche ? Alors, on comprend vite qu'il y a peu d'intérêt avant l'ébullition, par exemple, au whirlpool, éventuellement. Mais après, est-ce que ça peut être pendant l'étape de fermentation, pendant la garde ? Ça, c'est les conditions du test, de l'essai. Donc, le contrôle, bien sûr, on n'ajoute pas de spring blanche. Une deuxième condition où on a ajouté le spring blanche, on a décidé de l'ajouter à l'étape de fermentation, dans la cuve de fermentation. Et la dernière condition ici, c'est qu'on a ajouté le spring blanche au moment de la garde, au début de la garde, pour être précis. Donc, toujours un dosage de 10 grammes par hectolitre. Sur cette bière-là, on avait un mou à 11 degrés plateau, une fermentation assez longue. C'était une levure positive, je ne sais plus laquelle exactement de chez nous, en tout cas. Une température assez haute et une fermentation assez longue, finalement. La garde, on est resté 24 heures à 4 degrés Celsius. Pas de refermentation en bouteille, carbonatation forcée à 5,6 grammes de CO2 par litre et une teneur en polyphénol, 131 mg par litre. Donc assez ni trop bas ni trop haut. Et on va toujours mesurer le trouble à 20 degrés et pendant 6 mois cette fois. Et le mou aussi a précisé que c'était un mou de bière blanche, typique de bière blanche, où on a, comme on l'a vu précédemment aussi pour les bières blanches dans le tableau, on a 2/3 de malt d'orge et on a 1/3 de blé, de grains de blé. Ça, c'est ce qu'on obtient. Donc, les échelles, Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez de nouveau? J'ai eu un commentaire de Marc. Merci pour l'info. De Bruno. Ok, super. Apparemment, c'est bon. Merci. Donc, sur cette slide-là, c'est le résultat de l'essai qui a été mené pour voir à quel moment il est préférable d'ajouter le spring blanche. Donc, je disais la courbe en bleu, vous avez le contrôle
On n'a pas ajouté du tout de spring blanche sur cette bière blanche. Ici, on l'a ajouté la courbe orange, c'est au moment de la fermentation. Et la courbe en gris, on a ajouté le spring blanche au moment de la garde. Au début de la phase de garde. Donc, on avait fait 24 heures de garde, on l'a ajouté dans la première heure, en fait. Dès qu'on est passé en garde, qu'on a pu atteindre la température, on a ajouté le spring blanche. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en bleu, le contrôle. Donc, toujours penser ici mesure du trouble. Donc un trouble, donc en fait la durée de la fermentation est ici. Donc là, vous voyez, on est à peu près comme on l'a vu avant 13 jours. Donc on est un petit peu avant ici. Donc là, la fermentation arrive à son terme et on mesure le trouble, donc très élevé au départ. Et puis en fonction du temps, donc vous voyez 6 mois, ici on est à 3 mois, aux alentours de, donc voilà, ici 60 jours. On a vu les mesures tout à l'heure jusqu'à 60 jours. Donc même au bout de 60 jours, sans avoir besoin d'aller jusqu'à 6 mois, on a eh bien un trouble qui va diminuer. On imagine qu'ici, donc on est à 13 jours, 10 jours plus. Là, à 40 jours, en fait, on est à 1 mois après fermentation. Eh bien, on a une valeur du trouble qui est très très basse, qui s'approche de zéro même. Donc on a un trouble qui est quasi inexistant dans cette bière blanche-là et qui ne va forcément pas s'améliorer au cours du temps. Donc à 6 mois, bien sûr, c'est toujours la même chose. Si on ajoute maintenant le spring blanche pour eh bien favoriser le trouble, se dire on va avoir un trouble avec le spring blanche, on va l'ajouter au moment de la fermentation, pourquoi pas. Donc on a un trouble ici au départ, assez élevé, une mesure assez haute. On a un pic de nouveau ici. On a ce pic-là ici, mais vous voyez que finalement, rapidement, on va retomber pareil à une valeur très très basse, un trouble quasi inexistant et au cours du temps qui ne va pas s'améliorer, bien sûr. Et finalement, la dernière condition, donc la courbe en gris, où on va ajouter, en fait ici c'est la phase de garde, et ici donc quand la phase de garde débute, on ajoute notre spring blanche à 10 grammes hecto toujours. Et donc, on a un pic, et puis on va quand même, bien sûr, diminuer en fonction du temps. Et 1 mois après, jusqu'à 60 jours, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on arrive à rester à donc 10 grammes hecto. Vous vous rappelez, on était aux alentours de 10 EBC, 15 EBC, donc c'est un petit peu près ce qu'on retrouve ici sur cet essai, qui a été fait sur brasserie pilote. Donc là, c'était un vrai brassin dans une brasserie artisanale où le brasseur a accepté d'essayer de faire ce test pour nous. Et on retend finalement toujours à cette valeur ici, aux alentours de 10-15 EBC, au bout de 60 jours. Et fort content de constater que même au bout de 2 mois, on est toujours proche de cette valeur-là. C'est quelque chose de très très stable dans le temps. Donc la différence ici, elle est due simplement au spring blanche. Donc le meilleur moment, on le comprend assez bien, c'est et donc d'ajouter ce spring blanche au moment de la garde, en début de phase de garde. Voilà, donc j'arrive au bout. Pour conclure sur ce spring blanche, reprendre rapidement ce qu'il faut retenir. Donc ne pas oublier qu'on est sur, non pas une levure, on est sur un produit dérivé de levure. On va le composé d'intérêt sont des protéines qui vont en combinaison se complexer avec les polyphénols, et c'est ce qui va vous créer le trouble dans votre bière. Dosage recommandé à 10 grammes hecto. Je l'ai dit, il est possible d'aller en dessous, bien sûr, si vous avez déjà quelque chose d'un peu trouble au départ, si vous voulez accentuer légèrement, 5 grammes par hecto, par exemple, et puis au maximum jusqu'à 20 grammes par hectolitre, au risque après de modifier la texture de votre bière même. Pas d'ensemencement direct, ne pas mettre ça directement dans la cuve où vous allez faire la garde de la bière. Le mélanger au préalable, donc l'idéal c'est dans de la bière. Ou toutefois dans de l'eau. Si jamais vous voulez réhydrater le spring blanche dans de l'eau, c'est possible. Par contre, suivant l'eau que vous allez utiliser pour éviter tout risque d'infection, et peut-être ajouter, on conseille 3 ppm d'acide isoalpha, peut-être, pour un petit peu sécuriser votre milieu. Pas besoin, par contre, si vous rajoutez ce mélange-là, que vous avez réhydraté le spring blanche dans de l'eau, si vous l'utilisez dans les 4 heures, l'ajout d'acide isoalpha, c'est pas nécessaire. Mais au-delà, si vous
je sais pas moi, là, vous fermentez, vous brassez et puis vous dites, bah, le spring blanche, on est le matin, je vais déjà le réhydrater, je mets ça dans un coin et puis je l'ajouterai ce soir quand je passerai ma bière en garde. Je veux dire, après la fermentation, je parlais du brassage, non? Quand vous arrivez en fin de fermentation, je sais pas, vous préparez le matin et vous dites, bah, je passerai ma bière ce soir en garde, je passerai au froid et puis bah, j'ajouterai à ce moment-là. Donc là, c'est peut-être un petit peu long. Donc soit de vous réhydrater juste avant de le rajouter dans la cuve de garde, soit, bah, comme je disais, si vous utilisez de l'eau, un milieu eau, pour réhydrater le spring blanche, bah, peut-être ajouter des acides iso-alpha pour sécuriser, stériliser un petit peu votre milieu. L'impact des traitements sur la bière, pasteurisation, j'en ai pas parlé plus que ça, mais en tout cas, non. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet négatif si vous pasteurisez votre bière et qu'après vous utilisez du spring blanche. Par contre, l'utilisation de stabilisants tels que, alors le Clarex, on l'a vu, bah, des enzymes, les protéases, bien là oui. Hein, par définition, une protéase va dégrader une protéine, donc bien sûr, ça va complètement, bah, le spring blanche, c'est tout simplement inefficace. Pas d'interaction avec d'éventuelles levures que vous allez rajouter au moment de la fermentation, ça on l'a vu aussi. Un ajout du spring blanche au début de la phase de garde, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Si ça vous intéresse, vous avez deux formats actuellement disponibles pour ce spring blanche, 100 grammes et 10 kilos. 10 kilos plutôt destiné à un usage industriel, hein, finalement. 3 ans de DDM, on est toujours sur un produit sous forme poudre sec, donc comme pour nos levures, une date d'utilisation de 3 ans. Est toujours idéal de stocker ce produit-là dans un endroit frais, donc plutôt froid. À température ambiante, c'est bon. Donc, toujours sur un produit sec comme la levure. Pour un stockage supérieur à 6 mois, il faudra peut-être plutôt le placer au frais. Et toujours à l'abri de l'humidité. Voilà, j'arrive au bout. Vous voyez qu'on a déjà passé pas mal de sujets en revue pour ceux qui étaient là dès le début. Il y a quand même encore des thématiques à venir assez intéressantes. On fera un point sur la refermentation bouteille. J'aborderai aussi la tendance des no alcool, low alcohol beer. Ça me permettra de vous parler de notre souche, la LA01. Et puis un point aussi sur les hard seltzer qui arrivent à grands pas en France. Donc ce sera le point. Ça sera le moment de faire le point et de vous montrer un petit peu ce que on a comme solution à proposer pour ce nouveau type de boisson. N'hésitez pas, si vous avez une petite minute, à flasher ce QR code ou peut-être prendre en image, je ne sais pas, vous avez aussi le lien qui vous permet d'accéder directement à ce questionnaire, sinon le QR code. C'est un petit questionnaire de 4 ou 5 questions. C'est assez rapide. Ça permet pour nous d'avoir un petit peu vos idées, de connaître vos besoins en termes de fermentation. C'est des questions assez ouvertes sur quelle levure, par exemple, quel type de levure, quelle catégorie de levure vous aimeriez voir dans la gamme Fermentis d'ici quelques temps. Voilà, donc très utile pour nous. Si vous avez un instant, n'hésitez pas. Voilà, donc je suis arrivée au bout. Bruno, je pense que tu es encore là. On va regarder un petit peu s'il y a eu des questions. De ce que j'ai vu rapidement, je ne crois pas qu'il y ait eu de questions. Je suis toujours là. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Je pense qu'ils étaient peut-être tous subjugués par les informations que tu viens de nous donner. En tout cas, il n'y a pas des gens qui sont trop curieux. Si personne ne se manifeste, moi j'ai une petite question qui m'intéresse. Oui. Est-ce que Fermentis a observé, bon ok, les protéines j'imagine c'est un peu en vrac, si certaines souches de levure sont plus intéressantes que d'autres pour cette utilisation. Donc, tu veux dire à la base, quand on va extraire les protéines de telle ou telle levure? C'est ça, oui. Est-ce que certaines levures sont plus productives ou donnent des résultats différents ou... J'imagine que non, hein, sincèrement, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Je n'ai pas l'information exacte pour tout te dire, puisque je ne sais pas véritablement de quelles levures sont extraites ces protéines-là qu'on a dans le spring blanche, mais j'imagine que non aussi. À partir d'une levure, tu récupères des protéines. En général, ce sont à peu près les mêmes qui vont être synthétisées par les levures. Donc non, pour moi, il n'y a pas de différence là-dessus. J'imagine hein, que c'est un peu en vrac de fait par le traitement qu'elles subissent. Oui. Voilà. Mais bon, voilà, ça m'intéressait quand même de savoir s'il y avait. C'est un traitement assez rude au départ et donc les protéines qu'on arrive à conserver,
Il y en a certainement même très peu par rapport à ce qu'on va inactiver comme levure. Ouais. Donc, ouais. Ah, il y a Michel Jobin qui se manifeste, donc demande si les stress tels que stress oxydant, thermique ou stress à l'éthanol favorisent la production de proline et donc la stabilisation des troubles. Alors Occident, oui, fortement possible. C'est vrai que je l'ai peut-être pas précisé, mais quand je parle du trouble permanent, quand on dit que les polyphénols et les protéines se lient, créent des complexes, ce qui va se passer, c'est que en fait, les polyphénols, c'est une grande famille, on appelle ça aussi les flavonoïdes, les tannins, en fait, hein, c'est tout ce qui est issu de matière végétale. Ces composés-là vont s'oxyder. Et c'est en s'oxydant qu'ils vont aller s'associer aux protéines. Donc le fait d'un stress, l'oxydation va favoriser forcément la production, la formation du trouble. Thermique, alors sur la température, j'ai pas la réponse précise thermique, je pense pas. J'en ai peut-être pas parlé aussi pour le spring blanche par exemple, mais l'effet de la température finalement. Comme je vous l'ai précisé, l'idéal, c'est de l'ajouter en phase de garde. Donc, on est à 0, 5 degrés, on est assez bas. Et quand les bières, après, sont stockées à température ambiante, il n'y a pas une diminution du trouble. Hein. Ça, j'ai pas montré de résultat ou quoi. Mais il n'y a pas d'effet sur la température. Donc, thermique, après, sur la production des prolines, j'ai pas la réponse exacte. Et l'éthanol, non plus. J'ai pas de réponse exacte ici à apporter. Évidemment, j'imagine que d'après ce qu'on conclut, c'est que le moment optimal pour l'utiliser, il est dans une bière où le stress éthanol ne va pas être modifié après l'adjonction du produit, donc c'est difficile de jauger ce genre de choses. Enfin, sur le stress éthanol, oui. Il est là, mais il ne va pas évoluer de fait. C'est ça. Ok. Moi, j'ai une autre petite question. C'est peut-être moi qui l'ai raté, donc mes excuses si c'est le cas. Sur les graphiques, on voit, on a l'impression de voir au jour 0, il y a l'adjonction, et au jour 1, il y a un petit pic chaque fois, tout petit. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris Attends, peut-être ici. Ouais. Voilà. Sur ce type de courbe. Jour 1, et ça se reproduit chaque fois. Donc, j'imagine que l'adjonction, c'est bien au jour 0. Donc, à l'axe des. C'est l'adjonction au jour 0, oui, exact. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, comment dire, la présence des protéines et les complexes qui sont en train de se former, tu as une valeur un petit peu supérieure, un trouble qui est mesuré un peu plus haut, et puis ça se stabilise un petit peu. Toutes les protéines vont être complexées avec les polyphénols, et ça a tendance à diminuer un petit peu. C'est ça. En fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut le temps que ça se mette en place, on va dire. C'est ça. Alors, Abderrahman, j'espère que je ne m'estropie pas le nom. Benami demande si quelles sont les différentes protéines qui composent le spring blanche. J'imagine que ça ne va pas être facile de répondre parce que c'est du vrac, mais. Exactement. C'est comme tu dis, j'ai pas de type de protéines. Ce qu'on a vu, c'est des protéines riches en proline. Mais après, j'ai pas d'informations supplémentaires là-dessus. Je sais pas exactement quel type de protéines. Après, oui, des protéines riches en proline, parce que de toute façon, des protéines riches en proline, elles sont généralement issues du malt. C'est la fraction protéique du malt qui, c'est ces protéines-là en fait, qui sont riches en proline. C'est tout ce que j'ai, tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ok. Bien, merci beaucoup. Si personne d'autre ne se manifeste, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout de cette discussion. Pour ma part, je remercie tout le monde et toi particulièrement. C'était très intéressant. Merci, mais de même, je te remercie Bruno. Je remercie aussi tous les participants. J'ai vu Monsieur Jacques Fagot qui est parti. Un grand merci. Merci à vous. Merci à tout le monde pour les questions posées. Et puis oui, je crois qu'on est au bout. Il n'y a plus de questions, je crois. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.